Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue sur Equinox Télévision, bienvenue à cet autre rendez-vous de l'émission 237, Le Débat, une émission consacrée ce jour à un phénomène observable depuis quelques années au Cameroun dans les principales capitales du pays, notamment Douala, Yaoundé et Bafoussam. Le phénomène d'écroulement ou d'effondrement d'immeubles, comment comprendre cela? On va noter qu'au cours de l'année 2010, on a relevé dans la seule ville de Yaoundé près de 5 effondrements d'immeubles et depuis cette année, ce phénomène s'est tout simplement multiplié. Dans cette capitale politique du Cameroun du côté de Douala, il y a un effondrement qui avait fait cas de figure, notamment l'effondrement de cet immeuble qui abritait l'école dénommée Dora et Djemba. Et depuis, avant et même après, on a noté d'autres effondrements d'immeubles, notamment le dernier en date, celui du quartier Kommondo avec ces deux immeubles ou ce double immeuble qui s'est effondré, causant pas mal de dégâts, notamment sur le plan financier et aujourd'hui des interrogations. Qui paye la facture? Qui est responsable de quoi dans cette situation? Quelle est la responsabilité de l'administration? Quelle est la responsabilité des collectivités territoriales décentralisées et donc des mairies? C'est l'objet du débat de ce soir et pour cela nous serons accompagnés de quelques invités qui sont déjà installés. Bienvenue une fois encore à tous et à chacun, bienvenue à cette édition de l'émission 237, Le Débat. Et donc, les invités qui sont installés et on va commencer par présenter celui-là qui est un expert en normes et qualité, administrateur directeur général de AB Certification Afrique subsaharienne, c'est monsieur Jacques Déby. Bonsoir et bienvenue sur Equinox, bienvenue sur 237. Bonsoir, merci de me recevoir ce soir pour aborder ce débat très important concernant les écroulements d'immeubles en Kommondo. On en reparlera parce qu'il y a beaucoup de sujets autour de ça. On parle d'écroulement des immeubles, mais on voit aussi des problèmes qui ressemblent au même problème, c'est-à-dire celui des états des routes qui sont très dangereux, qui causent aussi des morts au niveau de l'axe lourd, au niveau de toutes les routes de la ville de Douala, et c'est des choses qu'on constate tout le temps. En tout cas, vous parlez là en tant que spécialiste de la qualité, de la norme, et donc vous pourrez défendre, dire un certain nombre de choses sur les matériaux utilisés dans la construction de ces immeubles, dire un certain nombre de choses sur tout ce qu'il y a comme préalable pour la mise sur pied d'un immeuble de ce nom. Alors, on va dire bonsoir à cet ingénieur de génie civil. Lui, c'est Achille Etoga qui nous retrouve une fois encore sur ce plateau de 237 de débat. Achille, bonsoir. Oui, bonsoir Eric. Et bienvenue à vous. Merci pour cet honneur que vous, Equinox, par le biais de ce débat 237 que vous me faites, notamment pour aborder les problèmes d'écroulement dans la ville du Cameroun, dans le Cameroun tout entier. Voilà. Et Douala en particulier. Douala en particulier, et même si c'est un phénomène qui se répand dans d'autres grandes villes, on a cité Yaoundé, on a cité Bafoussam, et même d'autres villes du pays concernées par ce phénomène. Alors, on va dire bonsoir à celui-là qui se présente tout aussi comme un mastodonte sur ce plateau, lui qui n'avait pas fait de débat depuis près de 3 ans déjà, qui a décidé de faire son comeback en matière de débat télévisé dans le cadre de cette émission 237 de débat. Lui, c'est tout simplement Jean-Claude Tuileng que j'ai l'honneur de recevoir. Bienvenue. Et surtout, c'est vers la fin qu'on lui dira bonne chance vers l'essentiel de ses ambitions. Mais sur le thème, il parlera au nom des collectivités décentralisées. Monsieur Tuileng, bonsoir et bienvenue. Je vous remercie de m'avoir invité, mais il ne faut pas non plus dire qu'en 3 ans, si vous voulez, d'absence communicationnelle, ça ne veut pas dire que je n'ai pas été actif sur le plan politique. Bien entendu. Bien, je reviens dans les médias tout simplement parce qu'à la faveur, si vous voulez, du renouvellement des organes de base de notre parti, mes camarades sont venus me voir et m'ont demandé d'être candidat pour être président de la section Voice 5. On en parlera forcément. J'ai donc accepté. Voilà. D'ici la fin de cette émission, on parlera de vos ambitions. Allez, pour le moment, ouvrons le débat et ce jour, nous n'aurons pas droit à notre introduction habituelle, c'est-à-dire le reportage qu'a l'habitude de nous signer Auriol Tumi. Nous n'aurons pas droit à ça, tout comme nous n'aurons pas droit à tout ce qui a été dit la semaine dernière sur
l'accoutrement de monsieur le présentateur, avec notamment ses lunettes. Vous constatez qu'aujourd'hui, ça va mieux. Et merci à tous et à toutes par rapport à tout ce qui a été dit sur le sujet. Voilà, ça montre aussi que c'est une émission à regarder, c'est une émission qui intéresse les Camerounais. Alors, on s'intéresse à ce sujet, comment comprendre donc ces effondrements d'immeubles, surtout en construction. On revient sur le contexte camerounais, des immeubles qui s'écroulent ça et là déjà. Est-ce que ça peut se comprendre, Achille? Oui, ça peut se comprendre, les immeubles qui s'écroulent. Et là, nous allons peut-être interroger le domaine de la structure des bâtiments, tant sur le plan de l'infrastructure que sur le plan de la superstructure. Les immeubles, d'une manière générale, bénéficient de beaucoup d'acteurs qui interviennent dans la construction d'un bâtiment. On peut citer en tout début, il y a les architectes qui interviennent pour ce qui concerne l'architecture, donc la répartition, la beauté du bâtiment. Il y a maintenant l'aspect structurel où intervient l'ingénieur et bien d'autres. Il y a également l'aspect même du sol qui doit supporter cette infrastructure. Alors, au regard de tout cela, quand on voit ce qui se passe actuellement, tant à Douala qu'à Yaoundé et d'autres villes telles que vous l'avez cité tantôt, on a lieu de s'interroger sur le respect même de la déontologie en matière de construction, depuis la conception jusqu'à la livraison. La finalisation. Donc vous comprenez que ça puisse arriver, que les immeubles puissent s'écrouler. Alors, monsieur l'expert en normes et qualité, monsieur Jacques Déby, ça se comprend que des immeubles tombent comme ça, des immeubles en construction, non parachevés, du jour au lendemain, ça s'écroule. Ça peut se comprendre? Oui, ça peut se comprendre que les immeubles s'écroulent parce que lorsqu'on regarde un immeuble, c'est tout un chantier, c'est un ensemble de personnes qui tournent autour de cet immeuble. J'ai eu l'occasion de discuter avec des personnes du bâtiment devant construire des immeubles. On va, par exemple, je parle maintenant sous les yeux de l'ingénieur génie civil, on va définir par exemple des dosages particuliers pour faire du béton. Il arrive que le chef de chantier vous apportez 50 sacs de ciment pour qu'il vous fasse le béton. Il va vendre peut-être 20 sacs de ciment, il va vous faire le béton avec les 30 sacs. Donc vous constatez que déjà dès le départ, dans le travail qu'il effectue, il n'a pas mis les bonnes doses. Donc c'est normal qu'à la fin, on ait des problèmes. Mais tout ceci se passe simplement parce qu'à un moment donné, il n'y a personne qui fasse le rôle du chef de chantier, de la personne qui effectue le contrôle du travail, qui valide les travaux qui ont été effectués. J'ai pu constater, j'ai pu voir dans des constructions, notamment dans des quartiers, vous avez des gens qui construisent des immeubles à plusieurs étages, et c'est des personnes fatiguées qui font le béton, qui portent tout, et qui montent les escaliers pour faire le travail qu'il a effectué. Est-ce qu'on est sûr que, étant fatigués, ils font les bons dosages? Est-ce qu'on est sûr qu'ils font exactement ce qu'il y a de le faire? Est-ce que ces personnes sont sensibles aux conséquences dangereuses et néfastes de ce qui se passe? On arrive là sur ce que je peux appeler la qualification professionnelle de toute la chaîne de travail qui est autour d'une construction d'un bâtiment. Voilà, qualification professionnelle, vous l'avez dit. On vous appelle communément Monsieur le maire, Jean-Claude Tullien. Oui. Je vais respecter la règle sur ce plateau. Monsieur le maire, vous comprenez ce phénomène d'effondrement ou d'écroulement d'immeubles dans les villes du Cameroun? Ça peut se comprendre. Immeubles en construction. Ça peut se comprendre, mais ça ne devrait pas pouvoir avoir lieu ni s'expliquer. Je vais essayer de m'expliquer ou de m'exprimer pour la bonne compréhension des téléspectateurs qui nous regardent en français simple. Un immeuble est composé d'une structure porteuse et d'éléments architecturaux de remplissage, n'est-ce pas? Exactement comme le corps humain. C'est-à-dire, le corps humain qui a les os comme structure est relié par des articulations. Le reste étant l'architecture extérieure, comme a essayé d'expliquer Achille, ça veut dire c'est pour rendre l'immeuble beau ou laid, n'est-ce pas? Bon, mais quand nous revenons au Cameroun, l'expert a essayé d'expliquer ce qui peut, à la limite,
être la cause de l'effondrement des immeubles. Il y a plusieurs causes. Voyez-vous, au niveau déjà même du permis de bâtir, lorsque vous introduisez, et ça c'est une exigence au niveau de la communauté urbaine de Douala, quand vous introduisez votre demande de permis de bâtir, il y a une exigence sur laquelle la communauté urbaine qui délivre le permis de bâtir ne peut pas faillir. C'est de vous demander expressément de faire un contrat de partenariat avec un ingénieur de génie civil. Ça veut dire que cet ingénieur-là a pour mission de vérifier que le processus qui est enclenché pour la construction de cet immeuble est parfaitement respecté. C'est-à-dire le dosage au niveau des bétons, le ferraillage et en même temps la structure qui va porter tout l'immeuble. Bon, à partir du moment où vous commencez à tricher, ça veut donc dire que l'ingénieur n'intervient plus. Ça veut dire que vous l'avez mis de côté. En tout cas, parce que si l'ingénieur est là pendant que vous faites ces travaux, c'est lui qui veille à ce que si on vous avait dit il faut un fer de 10 et que vous mettez un fer de 8, lorsque vous êtes en train de faire le poteau, il va vous rappeler que ce poteau-là ne peut pas supporter la charge que vous êtes en train de faire, voilà, n'est-ce pas? Et je pense bien que vous ne me démentirez pas. En ce moment-là, il faut stopper le chantier. Je ne vous démentirai pas. En fait, je voulais peut-être apporter un élément pour mieux comprendre ce dont il est question. Très souvent, comme vous l'avez si bien dit, le permis de bâtir est délivré par la communauté urbaine. Et ce fameux sésame qui s'articule autour de 5 points, d'une manière un peu organique, porte dans un premier temps la demande de permis de construire, qui est, on retire ça à la communauté urbaine de Douala. Il y a le certificat de propriété de manière globale. Il y a le plan de masse de la situation, il y a le certificat d'urbanisme. Alors, ce qui commence à être intéressant, c'est la deuxième phase intéressante dans toute cette liasse documentaire. Il y a l'architecte. L'architecte ici a pour rôle, dans un premier temps, de produire le plan d'implantation et aménagement des abords, les vues en plan et les différentes coupes et façades. Il y a les plans de fondation, les plans de toiture, les plans de fosse septique, devis descriptif, le devis estimatif et quantitatif des travaux. Ensuite, lorsque cette étape est bouclée, rentre en jeu maintenant l'ingénieur inscrit à l'ordre. C'est très important de le comprendre. Je décline un peu. Oui. On va arriver sur ces différents intervenants et essayer. Si vous permettez, je voulais la responsabilité très rapidement le cadre. Peut-être. J'ai simplement peur que tout à l'heure on se répète quand il sera question d'établir les différentes responsabilités. Oui. Mais pour le moment, je voudrais énumérer quelques faits. Oui. En février 2010, je l'ai dit, l'année 2010 a été du côté de Yaoundé une année des plus remarquables sur ce plan, avec pas moins de 5 effondrements d'immeubles qui ont été notés, notamment dans les quartiers Kodengui, quartier Elik et Sono, quartier, en tout cas pas mal de quartiers de ce côté-là, oui, qui ont été victimes de ce phénomène, tout comme à Douala sur ces dernières années. L'un des cas les plus patents a été le cas de cet établissement scolaire qui a vu son immeuble complètement s'écrouler. Heureusement, on l'a dit, heureusement, les enfants n'étaient pas présents, ou les élèves n'étaient pas présents au moment de ce fait. C'était donc le 18 août 2009, dans cet établissement dénommé Doraï Diemba. On a noté des effondrements d'immeubles à Douala dans les quartiers Aqua, avec du côté d'Aquadong, c'était le 17 juillet 2013, un immeuble de 6 étages qui s'était écroulé. Le 16 novembre 2011, un immeuble du côté de Santa Barbara à Yaoundé de 4 étages qui s'était écoulé. À Bonamouan, à Douala, un immeuble, c'était le 9 mai 2014, un immeuble de 4 étages qui lui s'était écroulé. Du côté de Bafoussa, on cite aussi quelques exemples comme cela. Et donc, vous dites, ça peut se comprendre. Vous avez tenté d'établir quelques responsabilités pour dire que ce phénomène peut se comprendre, mais il y a que
c'est quelque chose qui est construit. Là, je parle plus sur le plan technique. C'est un édifice qui est monté. Comment comprendre, voilà, à ce niveau-là, que ça puisse tomber? Alors, je voulais peut-être emprunter la métaphore du maire, M. Tchuling. Un bâtiment tient déjà sur ses pieds. Alors, lorsque la charge qui est portée ne peut plus tenir, la conséquence est simple, c'est que le bâtiment va s'écrouler. Alors là, il est question de questionner dans un premier temps, est-ce que les études de sol ont été réalisées selon les règles là? Première question. Si ça a été fait selon les règles là, est-ce qu'on en a fait une bonne exploitation des données qui en ressortent pour la structure porteuse de l'immeuble? Alors, je pense pour ma part que les écroulements qu'on observe actuellement, on peut catégoriser ça sur deux plans. Il peut y avoir une défaillance structurelle sur le plan de la structure porteuse en elle-même, ou alors une mauvaise utilisation des données géotechniques issues des sondages qui ont été faits pour vraiment donner à tout le bâtiment. Donc là, vous parlez de préalable. Oui. Alors, monsieur Jean-Claude Tchuling, Oui. avant qu'on nous rentre dans le fond, il y a que ce n'est pas qu'un phénomène camerounais, parce que le travail que nous avons fait avant, donc dans le cadre de la production de cette émission, nous a permis de comprendre que c'est un phénomène finalement global qui ne concerne pas que le Cameroun. On va vous parler d'effondrement d'immeubles à New York, d'effondrement d'immeubles à Casablanca. Cela avait d'ailleurs fait pas mal d'écho. Ce n'est pas qu'un phénomène camerounais. C'est vrai, ce n'est pas qu'un phénomène camerounais. Il faut noter que lorsqu'un immeuble s'effondre, ça veut dire que la structure est rompue à quelques niveaux. Donc, il faut savoir que le sol peut être la raison. Ça veut dire que le sol est faible, il y a une faible résistance du sol par rapport au poids total de l'édifice. Vous avez également les semelles pour ceux qui, pour les entrepreneurs ou bien les techniciens de TP, les semelles, c'est la première partie que l'on met, parce que bon, si vous avez construit une maison, vous allez voir que les semelles, c'est d'abord ce qu'on met d'abord au sol avant de mettre les poteaux. C'est ça qui tient les poteaux au sol. C'est ce qu'ils appellent semelles. Bon, ensuite, si ces semelles ont été mal dimensionnées, parce que si vous faites un immeuble de 2 niveaux, et vous faites les semelles, si vous faites un immeuble de 7 niveaux, et puis au départ, vous avez prévu de faire un immeuble peut-être de 2 niveaux, vous faites la semelle pour 2 niveaux, et puis subitement, vous commencez à ajouter les niveaux, vous ajoutez 3, 4, 5, ça veut dire que cette semelle ne va plus soutenir l'immeuble. Et ça peut être une raison pour que l'immeuble s'effondre. Si vous avez également, les poteaux peuvent avoir été mal dimensionnés. Ça veut dire que vous faites un immeuble de 5 étages, vous faites les poteaux avec, au départ, si les poteaux devaient supporter un immeuble de 3 niveaux, on vous dit mettez les fers de 12 ou les fers de 14. Bon, vous commencez donc en mettant les fers de 12 ou les fers de 14, et puis subitement, quand vous arrivez, vous avez fini 3 niveaux, vous vous dites j'ai encore un peu d'argent, vous commencez à continuer pour arriver à 7 ou 6 niveaux. Donc, à partir de ce moment-là, ces poteaux ne tiennent plus. Vous avez également le fait que les poutres peuvent être également mal calculées. Hein? Et ça peut céder sur le poids, non seulement sur le poids de la charge, parce que si vous avez commencé à 3 niveaux et qu'arrivé à 3 niveaux, vous avez gagné encore un peu d'argent, vous dites, bon, je vais continuer, il y a les locataires, donc ça me donne de l'argent. Vous poussez à 7. En ce moment-là, les charges, c'est-à-dire le poids déjà de l'immeuble, et les charges qui sont, par exemple, les personnes qui s'occupent dedans, ils ont meublé la maison, ils ont mis plein de choses dedans, donc ça pèse et l'immeuble s'effondre. Donc il y a plusieurs raisons en fait. Et ce n'est que ces 4-là que je peux, en ce qui me concerne, en tout cas, qui a un intérêt à ce niveau. Alors, évoquons à présent, mesdames, messieurs, les facteurs humains pour comprendre ce sujet. Facteurs humains, et on va commencer par une interrogation. Comment comprendre que ce type de phénomène puisse arriver, monsieur Jacques Déby, alors que au Cameroun, il y a des architectes, et pire encore, il y a un ordre des architectes. Je voudrais commencer par ce premier aspect. Comment comprendre que cela puisse arriver alors que ces personnes devraient être quand même comme des garants de la qualité, de la solidité, de la fiabilité de ces immeubles en construction? Ce qu'on peut constater, c'est que le premier acteur, c'est le promoteur.
est-ce qu'il a besoin d'un immeuble solide qui tienne la route? Je vois par exemple des phénomènes qui se passent actuellement dans les quartiers, des gens qui sont dans les plans de lotissement qui ont été construits dans les quartiers SIC pour des maisons simples. On constate qu'il y a des gens qui rachètent des villas qui se rapprochent. Maintenant, ils construisent des immeubles jusqu'à 5-6 étages à partir de ces maisons qui ont été construites pour des maisons à un niveau. Donc, on se trouve maintenant face à des risques concernant ces immeubles qui vont vraiment s'écrouler. Ça, c'est le premier point. L'autre point, c'est qu'on va se retrouver face à des problèmes de sécurité. On trouve, par exemple, dans ce quartier, Coton, on va constater que tout ce qui concerne la voirie a été calculé pour un certain nombre de populations. Maintenant, on va construire des maisons assez hautes et avec beaucoup de population. Comment est-ce qu'on va gérer la voirie? Comment est-ce que, en cas d'urgence et de sécurité, comment est-ce que les gens vont pouvoir sortir, amener les gens à l'hôpital? Donc c'est tout ensemble de choses là-dessus. À partir de là, on se demande, mais qui a donné le permis de construire? Lorsqu'on regarde maintenant, on constate que c'est un immeuble qui a 5-6 étages. Cet immeuble qui a 5 et 6 étages, que dit la réglementation? Est-ce qu'avant de commencer de construire, on doit mettre des panneaux quelque part qui existent, qui donnent le numéro de plan, qui donnent un certain nombre d'informations avant de commencer de construire? Après, on va donner le nom de l'architecte et tout ça. On voit donc que pour ce type de maison qui est en train d'être construite, il y en a, j'ai vu dans des articles sur Internet où on parle de ce genre de locaux. Personne ne bouge. On a donné un permis de construire. On ne sait pas qui c'est qui a donné le permis de construire. Qui c'est qui contrôle? Les gens que je vois qui vont construire, c'est les personnes qui, à mon sens, n'ont aucune qualification professionnelle dans le bâtiment. Pourtant, et dans ce facteur humain, il y a des architectes, il y a des géologues, des entrepreneurs, des ouvriers, des personnes qui travaillent dans des cabinets de contrôle. Il y a quand même toute une chaîne prévue. Vous savez, la corruption n'est pas simplement la corruption, c'est pas forcément que pour les fonctionnaires, parce qu'on donne l'impression que la corruption, la bonne gouvernance, ce n'est que l'affaire des fonctionnaires. Il faut comprendre que la tolérance administrative, si vous voulez, elle excelle au Cameroun, la tolérance administrative. C'est un élément avec lequel il faut intégrer ça dans la perception des choses. Pour dire que la communauté urbaine de Douala fait des efforts dans le cadre de ce que nous pouvons appeler ouvrons sur toutes les communautés. Disons que les communautés en général, et puis particulièrement celle de Douala, dont la communauté urbaine de Douala, fait des efforts dans le cadre de ce que nous appelons, et que tout le monde connaît, la lutte contre le désordre urbain. Il ne faut donc pas confondre un peu la lutte contre le désordre urbain et l'anarchie que certaines personnes ou certains petits malins, si vous voulez, qui veulent bâtir leur fortune en profitant de la tolérance administrative pour passer d'un bâtiment ou bien d'une villa acquis au niveau de la SIC et le transformer et l'ériger en immeuble. C'est vrai que l'administration devrait faire très attention. Mais justement, quand ça se fait, l'administration voit. Oui, mais c'est pas en cachette que ça se fait, M. Tulin. Le problème réel survient pendant la réalisation de l'ouvrage, lorsque le maître d'ouvrage ou bien le porteur du projet ou le patron du projet ou l'entreprise qui est censée réaliser l'ouvrage décide de faire des économies. C'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit de dire que à un moment donné, l'architecte a fait son travail, l'architecte a fait un devis estimatif et un devis définitif. Certains vous diront que la base c'est le permis de bâtir. Avec un plan de financement précis. Que le promoteur de ce projet introduit à la banque pour demander un financement. La banque débloque cet argent. Si le projet est de l'ordre d'1 milliard, lorsque la banque a débloqué la première tranche peut-être de 50% du projet, c'est-à-dire 500 millions, le promoteur du projet, au lieu d'investir les 500 millions sur l'immeuble en question, il coupe ce budget en deux, il prend 250 millions, il traverse la rue, il va faire autre chose,
et il met 250 millions à la disposition de l'entrepreneur en exigeant à l'entrepreneur de lui donner la garantie de bonne fin. L'entrepreneur qui, au lieu d'être honnête et de dire qu'avec 250 millions, ce que vous me demandez de faire là maintenant, je ne peux pas vous le faire, je veux vous faire le travail de 250 millions, l'entrepreneur veut faire avec 250 millions un travail de 500 millions. À partir de ce moment-là, l'entrepreneur commence à faire des économies. Et quand l'entrepreneur fait des économies, j'ai entendu l'expert tantôt dire, là où il est prévu de mettre 50 sacs de ciment, l'entrepreneur sera obligé de mettre 30 sacs. Et l'entrepreneur va tout faire pour que l'ingénieur qui est chargé, l'ingénieur de génie civil qui est chargé de contrôler le chantier, ne puisse plus contrôler convenablement ce chantier et d'établir la vérité par rapport à la structure qui est en train d'être faite. Moi, je pense que ça, c'est mon point de vue par rapport à ce que nous sommes en train de discuter. Ça c'est vécu sur le terrain. Et c'est vécu sur le terrain. Alors, Achille et Toga, les responsabilités, facteurs humains. Alors, les facteurs humains sont de plusieurs ordres. C'est pour ça que tout à l'heure, je voulais dérouler un peu le canevas général. On est dans l'espace prévu pour qu'on se comprenne le rôle de l'architecte, le rôle de l'ingénieur dans un projet de construction, et le rôle du promoteur et tous ceux qui interviennent, comme l'a dit l'expert tout à l'heure. Là, il se pose deux problèmes. Il y a un problème sur la qualification du personnel, et il y a un deuxième problème qui, à mon humble avis, semble important, celui-là d'être cette capacité de pouvoir payer le juste prix le travail fait. Parce que ça, c'est tout là le problème également. Parce que lorsque un promoteur qui veut bâtir un immeuble de R plus 10 niveaux, comme l'a dit M. Tullin, on lui fait un budget de 1 milliard. Pour lui, il ne voit que l'argent qui rentre dans l'achat des matériaux, dans l'achat d'une grue, dans l'achat peut-être des intrants qui vont construire, c'est-à-dire que le fer et tout le reste. Lorsqu'on va lui dire non, la main-d'œuvre pour cet immeuble va te coûter 200 millions et qu'il faudra payer les honoraires de l'architecte à hauteur de, je prends au hasard, hein, c'est pas exact, peut-être à 5% du coût du projet, et qu'il faut un expert pour contrôler la qualité des travaux exécutés, l'ingénieur inscrit à l'ordre, qu'il faudra peut-être lui payer 2% du coût du projet. Alors c'est là où tous les problèmes commencent. Le promoteur dit, tiens, quand il fait un feedback, il se dit 2% de 1 milliard, ça fait gros. L'architecte, 5%, c'est énorme. Et du coup, les idées changent. Il se dit, ah, ça, ils vont me coûter cher, ils vont s'enrichir sur mon dos. Il oublie que là, il doit bâtir pour les populations, pour des gens qui vont habiter et qui doivent en jouir. Parce que, vraiment, je vous assure, le cas d'un commandant est patent et criade. Parce que ce qui s'est passé en commandant, j'imagine que des gens seraient à l'intérieur. Nous ne serons pas en train de parler là de tout ce que nous sommes en train de dire. On serait en train de compter un nombre de morts important. Donc, alors, la question pour moi, aujourd'hui, il est question de mener une réflexion profonde sur... Donc on comprend. On résume en disant, le problème c'est que on refuse de payer, de verser l'argent pour l'expertise. Oui. Et on préfère tout concentrer. Il y a des cas. L'expertise est très mal rémunérée chez nous au Cameroun. Ça, il faut qu'on le dise clairement. L'expertise est très mal rémunérée. Je pense que l'expert qui est là, justement, je vais me retourner vers l'expert. Alors, il y a un phénomène, ou alors des cas qui sont présentés. On vous dit, une personne est à la fois entrepreneur, à la fois spécialiste du sol, à la fois architecte, à la fois chargé du contrôle de la qualité des travaux. Ça permet de minimiser les coûts d'une certaine façon et on va dire que c'est le phénomène aussi qui peut justifier un certain nombre de choses. Ça minimise les coûts mais ça augmente les risques. Donc en fait... Monsieur l'expert qualité. Chacun
à son travail, à chacun de faire son métier. Il y a des gens qui sont faits... Mais est-ce que c'est possible dans le contexte camerounais? Dans le contexte camerounais... De dissocier, on va voir un entrepreneur à part, on va voir un architecte à part, on va voir normalement, quand un cabinet de suivi ou de contrôle à part. Est-ce que c'est possible? Normalement, quand on devrait avoir le permis de construire, il faut les noms de tous ces gens-là. On doit savoir quelle est, par exemple, la société d'inspection, de contrôle qui va dire « Ok, les gens peuvent y entrer ». Il y en a au Cameroun? Bien sûr, il y en a. Si. Donc, on a besoin. Moi, je dis, il y a une chose importante qu'on ne dit pas, c'est que là, nous parlons, construire un bâtiment, c'est la gestion d'un projet. Alors, gérer un projet intègre plusieurs acteurs. Il y a des acteurs externes et des acteurs internes. Et maintenant, il faut pouvoir conjuguer avec tout le monde, c'est-à-dire chacun dans son domaine d'expertise. Mais vous oubliez que les Camerounais excellent dans la transversalité. Non, vous oubliez que c'est le sport national. Je suis d'accord que les Camerounais excellent dans la transversalité, mais ça ne doit pas devenir la règle. Vous allez voir un Camerounais, le fait qu'il ait approché un architecte, qu'il ait, pour ma part, fait 2 semaines avec un architecte, aller lui rendre visite matin, midi, soir et causer avec lui, sorti de là, il devient architecte. Vous le savez très bien. Vous savez très bien que c'est dans tous les corps de métier. Vous avez, c'est même dans tous les corps de métier, vous avez des médecins, quand ils vont faire un stage d'imprégnation d'un mois, comme pédiatre, quand il rentre, il met sur son cabinet, il met sur sa carte. Dès qu'il fait la pédiatre. Il est pédiatre. Alors, il va faire un mois de séminaire de cancérologie, il met cancérologue. Je suis d'accord avec monsieur. Là, ça pose le problème de la corporation des différents métiers. Maintenant, il faut maintenant réguler. L'ordre des architectes doit faire son boulot. L'ordre des ingénieurs doit faire le sien. L'ordre des médecins doit également réguler pour veiller aux brebis galeuses. On viendra sur ce problème. Pour le moment, normalement, dans une construction où on sait que ça va recevoir du public, il faut un dossier d'inspection. On se souvient très bien, il y a quelque temps, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a eu à Bastia, une estrade qui s'est effondrée au niveau des stades. Il y a eu des problèmes. La société d'inspection qui a donné le feu vert a été poursuivie. Donc, dans le cas de cet immeuble, quelle est la société d'inspection qui s'assure que tout se passe correctement? Est-ce qu'on fait des réunions de chantier hebdomadaires où chacun valide l'avancement du projet? Il devrait y avoir des réunions de chantier. Oui, il devrait y avoir des réunions de chantier. Donc, c'est tous ces éléments de fonctionnement qu'il devait avoir. Ce sont ces éléments qu'on devrait retrouver dans le cas, par exemple, d'un permis de bâtir. Je me rappelle, à un moment donné, j'ai dû agrandir une maison quelque part, c'est pas ici. On m'a demandé, parce que pour une certaine surface, il me fallait le plan signé par un architecte. Il fallait le plan, une société de travail qui permettait de faire ces travaux parce que j'ai dépassé certains volumes. Et si je ne présentais pas ces éléments, je n'avais pas le permis de construire. Donc, à partir du moment où on donne le permis de construire, on doit s'assurer que tous ces éléments rentrent en jeu. On est là dans le cadre de la réglementation. Et vous parliez tout à l'heure de tout ce qui concerne l'organisation. On parlait de l'infrastructure qualité. C'est de définir maintenant, dans la qualité, qui fait quoi? Qui c'est qui va écrire les normes de bâtiments, tout ce qu'on veut? Chaque métier, chaque corps va définir les normes. Ensuite, on se retrouve face à quelque chose qui se parle de la métrologie. Comment mesure-t-on? Quels sont les instruments de mesure qui sont utilisés pour s'assurer que tout ce qui est fabriqué se passe correctement? On peut utiliser des instruments de mesure qui ne sont pas étalonnés, on aura des résultats qui sont faux. Donc, quels sont les laboratoires ou les équipements ou des entreprises d'étalonnage, de métrologie et accréditées qui permettent de donner des résultats fiables? Ensuite, dans la mise à niveau, c'est-à-dire dans la construction, quelles sont les sociétés qui sont reconnues pour construire ce type de bâtiment? Est-ce qu'ils sont certifiés? Est-ce qu'ils ont des qualifications nécessaires pour pouvoir démontrer? À ce niveau, c'est à qui de vérifier? L'administration qui octroie les permis de bâtir, comme vous le dites. Oui. Donc, pour la mise à niveau, l'administration va dire, pour construire, on a besoin, par exemple, d'une entreprise certifiée. Donc, l'entreprise doit démontrer qu'elle est certifiée. Il y a des organismes de certification dont c'est le métier. Voilà. Pour ce qui concerne, par exemple, les laboratoires, on demandera des laboratoires accrédités. Ils devront simplement démontrer qu'ils ont l'accréditation nécessaire. Parce que l'accréditation permet de montrer... Finalement, tout ça paraît tellement lourd. Tout ça paraît tellement...
lourd qu'on se demande, est-ce que véritablement, quand on regarde les immeubles qui sont construits au Cameroun, est-ce qu'il y a un seul qui passe par tout ce processus? Je crois que je doute fort que les immeubles, la plupart des immeubles qui sont construits au Cameroun en ce moment passent par cette procédure-là. Mais moi, je pense et je crois... Si celui qui a été inauguré là vers l'ancienne gare JFACAM, le centre commercial, il y a eu tout cela. Hein. Bien sûr, malgré le fait qu'il y a eu je n'ai pas dit qu'il n'y a pas d'exception. Mais il a respecté tout cela, il y a eu le plan. Je n'ai pas dit... Ça veut dire vous comptez sur le bout des doigts. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas d'exception. J'étais simplement en train de dire que ces organisations-là, notamment l'Ordre des ingénieurs des génies civils, moi je pense qu'ils devraient communiquer davantage. Parce que il faut que le public, c'est-à-dire les populations, sachent à quoi s'en tenir. Parce que si vous communiquez et que même dans les endroits ou les quartiers où quand les gens vont dans le voir... cadre de la construction de nos petites maisons. Voilà, lorsque les gens vont voir un immeuble pousser, il y a un numéro de téléphone dans certains pays, il y a un numéro de téléphone vert. Ils vont appeler l'ordre pour leur dire, mais il y a une maison comme on est en train de voir, la manière dont on construit cet immeuble-là, on pense que c'est... Est-ce que vraiment vous êtes au courant que ici il manque par exemple, je sais pas moi... Ou que pendant que l'immeuble est en train de monter, il y a déjà des fissures. Bien évidemment. Donc, à partir de ce moment-là, l'ordre pourrait éventuellement intervenir. Hein? Et puis, en même temps, je pense que l'ordre devrait également jouer le rôle de gendarme au sein de leur propre corporation. Alors, ça suppose que les brebis galeuses, vous deviez pouvoir les identifier, les neutraliser, n'est-ce pas? Vous deviez toiletter l'ordre, vous deviez le faire. Il vous appartient, puisque c'est votre réputation qui est en jeu, n'est-ce pas? Voilà. Bon, ne venez donc pas me dire que lorsqu'un immeuble s'écroule, je ne vais pas, moi le profane, j'accuse l'ordre des ingénieurs de génie civil parce qu'en réalité, ils n'ont pas fait leur boulot. J'accuse l'ordre des architectes parce qu'ils n'ont pas fait leur boulot. Ils n'ont pas été suffisamment vigilants. Et tous ces cabinets de contrôle parce que c'est leur boulot, c'est à eux. Ils ont la responsabilité. Parce qu'après, c'est facile, on dit on accuse l'État. Qui sont construits, un instant, s'il vous plaît. Qui sont construits dans la ville, ces immeubles-là obéissent à une certaine règle. Et moi, je crois que ça va de soi. Tout à l'heure, je parlais des acteurs de l'infrastructure. Je n'avais pas terminé. J'ai parlé, par exemple, des qualifications nécessaires. Parce que chacun doit jouer son rôle. Pour pouvoir s'assurer que tout se passe très bien, il y a par exemple ce qu'on appelle la reconnaissance qualité, qui permet de dire cet immeuble qui est en train de construire respecte certains critères. Donc il faut identifier quelque chose. Qui c'est qui défend l'intérêt des consommateurs? Il faut une association de consommateurs forte. C'est cette association de consommateurs qui va se retourner vers tous les ordres. Vous voyez? Donc, c'est l'association des consommateurs. Le problème qui se passe, c'est qu'on néglige ce genre de choses, mais ce sont des associations de consommateurs qui ont leur place pour aller sur le terrain et de voir ce genre de choses. Lorsque vous voyez, par exemple, ces associations sont consacrées à autre chose. Oui, je pense ça fait partie des choses qu'il faut mettre en place et que ça fonctionne correctement. Parce que lorsque vous prenez un produit agroalimentaire qui ne va pas très bien, qui est périmé, qui est sur le marché, c'est souvent l'association des consommateurs qui peut bouger pour porter le projet. Est-ce que quelqu'un est-ce que c'est pas facile dédouaner ces autres? On dit par exemple l'ordre des architectes, l'ordre des ingénieurs, ou de façon générale des ingénieurs de génie civil notamment, et que ce sont des corps où il y a division, où ce sont des corps qui ne se prêtent pas finalement très au sérieux. Je vous mets au défi de faire un sondage public pour demander à un citoyen lambda quel rôle joue un architecte, quel rôle joue un ingénieur de génie civil, et poser la question même à ce même citoyen s'il connaît l'existence de l'ordre des ingénieurs de génie civil, s'il connaît l'existence de l'ordre des architectes de ce pays. Notamment, monsieur, il y a très peu de gens qui le savent. Et moi, je découvre sur ce plateau qu'il y a même des experts de la qualité. Parce que si je n'étais pas venu sur ce plateau, je n'aurais jamais su que dans mon pays, au Cameroun, il y a des experts de la qualité. Ça veut dire que quand je vois ce qui se passe, quand je vois ce qui se passe, quand je vois ce qui se passe dans la ville, ou des matériaux, ou
des choses qui circulent, parce que la qualité, c'est pas simplement les immeubles. La qualité, c'est le benskin sur lequel on monte pour rouler. La qualité, c'est les taxis qui circulent dans la ville. La qualité, il faut que ce soit le préfet ou le sous-préfet qui sortent dans la rue pour interdire ce qu'on appelle les cargos. La qualité, c'est de veiller à ce que les voitures qui circulent... Même dans le domaine, même dans le sujet, le faire. C'est de veiller que les voitures qui circulent dans la ville sans feu de stop à l'arrière, sans clignotant, sans rien, et ils circulent la nuit, ça c'est la responsabilité des experts de la qualité. Parce que la qualité, c'est pas simplement le bâtiment, c'est beaucoup de choses. Et je découvre, et je me félicite, et je suis d'ailleurs heureux de le savoir, et j'interpelle donc les experts de la qualité, s'il y en a dans mon pays, puisqu'il y en a déjà un, Monsieur Déby, à ma droite, je dis que faites votre boulot, c'est le nécessaire, et faites-le de manière patriotique, parce que vous savez, les immeubles qui sont construits, ceux qui construisent les immeubles, généralement, ils ne savent pas que ces immeubles vont survivre à eux. Parce qu'il faut qu'ils sachent que même après 200 ans, l'immeuble va être debout. Parce que quand vous arrivez en France, ou bien à Paris, les immeubles que vous voyez en France, c'est des immeubles qui ont été construits il y a peut-être 200 ans. Mais ces immeubles sont debout. On ne fait que les Alors, travailler. Sur ces corps de métier, architecte, ingénieur. Quand on aborde un nouveau métier, on peut remarquer, bon, vous disiez tout à l'heure, ce qu'on fait, bon, ça fait quand même une dizaine d'années que je fais des efforts pour participer ici à faire parler de la qualité. Cette année, dans le cadre de la faculté de génie industriel, c'est une école d'ingénieurs de l'université de Douala, je faisais un point, j'aurais eu cette année à peu près 1000 étudiants, jeunes ingénieurs qui sortent, où on leur parle déjà de la qualité et de tout ce qui se passe. Les choses importantes concernant, puisque les gens parlent des normes, on parle surtout des normes ISO 9001 de l'organisation, il y a d'autres normes qui sont importantes dans ce que nous parlons, les normes qui concernent les accréditations, c'est la norme des séries 17000, inspection, contrôle. Je pense que cette année, il n'y a que 30, maximum 30 étudiants de la faculté de génie industriel au Cameroun qui sont au fait de ces informations. Parce que c'est un certain nombre de choses, de savoir-faire qu'il faut avoir. Il faudrait que les sociétés d'inspection recrutent ces jeunes. Il faudrait que l'organisme d'accréditation, il faut un organisme d'accréditation pour permettre à chaque personne de se faire reconnaître. Ça parlait de ce que je disais tout à l'heure, la reconnaissance des mérites, qui permet de démontrer que voilà un laboratoire qui est accrédité. Il emploie des ingénieurs qui connaissent les normes d'accréditation, qui connaissent tous ces genres de choses-là. Ensuite, on a les éléments des sociétés de conseil qui ont besoin d'être reconnus sur le plan national. Qui devrait les reconnaître? Pour les reconnaître, c'est, par exemple, je sais qu'on a travaillé avec le ministère des Mines dans ce qu'on appelle les masters de la qualité en février dernier. Il s'agissait de commencer à faire la promotion de tous les acteurs de la qualité au Cameroun pour que les gens le connaissent. Parce que la qualité, c'est d'abord, on dit souvent, c'est l'affaire de tous. C'est la culture générale, c'est le savoir-faire, c'est le bien-être, c'est la politesse, c'est tout. Alors, on revient. Donc, je voudrais qu'Achille dise un mot, parce que il est de l'ordre des ingénieurs du Cameroun. Alors, ingénieurs, architectes, ces autres accusés. Comment comprendre que ces immeubles poussent, sont montés n'importe comment, il y a des fissures très tôt, et au vu au su de tout le monde, parmi lesquels ces ingénieurs et ces membres et des architectes de ces autres qui ne réagissent pas. Ben oui, c'est au vu au su. Des maisons qui poussent dans les marécages, c'est au vu au su. Des immeubles. Et des immeubles. Oui. Alors, le problème important aujourd'hui, c'est vrai, les ingénieurs sont pointés du doigt au regard des immeubles qui s'écroulent, les architectes, parce que nous sommes ceux-là qui ont la charge de construire la terre, de bâtir. Au niveau de l'ordre des ingénieurs, la problématique de qui fait quoi est étudiée à ce moment. Parce que ne peut exercer le métier d'ingénieur que celui-là qui est inscrit au tableau de l'ordre des ingénieurs, ne peut exercer la profession d'architecte que celui-là qui est inscrit au tableau de l'ordre des architectes. Je vais extrapoler, tout comme au niveau des comptables ou des experts en fiscalité, ça fonctionne de la même manière. Alors, le problème au niveau
au niveau du Cameroun, c'est le respect même de la démarche pour aboutir à un produit de qualité. Parce que tout à l'heure, l'expert parlait de qualité, c'est-à-dire que c'est respecter la démarche pour aboutir à un produit de qualité. Alors, lorsque j'ai dit tantôt un truc, j'ai présenté un aspect important, c'est cette capacité à pouvoir payer le juste prix. Ça, c'est d'un. C'est vrai, M. Tchulin vient d'évoquer un problème important, celui de la communication. C'est vrai que nous communiquons déjà au niveau de l'ordre des ingénieurs. Maintenant, il est peut-être question d'ouvrir cette communication à un public beaucoup plus large pour sensibiliser sur la démarche qui doit encadrer comment bâtir. À ce niveau, une parenthèse. Oui. On va noter que ailleurs, il est quasiment impossible de bâtir sans qu'un ingénieur de génie civil ne s'implique, sans qu'un architecte ne s'implique. Mais dans le cas du Cameroun, sortons même quelque peu des immeubles pour rentrer même dans les maisons d'habitation que les uns et les autres font. On va dire c'est l'anarchie totale. Et au vu encore et au su de vous, comme le relevait M. Tchilin. Alors là, il est question peut-être de questionner également nos textes et lois au niveau du Cameroun pour essayer de donner encore beaucoup plus de pouvoir à ceux-là qui sont appelés à organiser, à gérer la société, la cité. Parce que la cité, ici, gérer la cité, c'est pas seulement l'affaire des ingénieurs, c'est d'abord l'affaire du pouvoir, du politique. Donc, pour vous, il faudrait qu'une loi ou que des lois soient définies. Il y a des lois qui existent, mais je pense qu'il faut encore aller, faut améliorer ces lois pour mieux encadrer ce qui se passe dans la cité. Et là, vous me permettez d'ouvrir sur l'administration. Alors, M. Tchilin, l'administration, permis de bâtir, délivrer aussi facilement que cela, aucun suivi, aucun contrôle. On parle des collectivités, non, pas facilement. On parle des collectivités territoriales décentralisées qui, elles aussi, jouent un rôle plutôt trouble dans tout ce qui se passe. Je crois que quand vous dites qu'il n'y a aucun contrôle, je vous mets au défi d'aller dans la ville, vous verrez qu'il y a des maisons où on a mis à démolir sous 24 heures, 48 heures, il y en a beaucoup. Donc vous ne pouvez pas me dire que l'État ou bien le gouvernement ou la communauté urbaine de Douala ou les mairies ne font pas leur travail. Et les immeubles s'écroulent. Je dis non, vous savez, hein, je vous ai dit qu'il y a un problème de bonne gouvernance et de corruption. Ce n'est pas forcément que les fonctionnaires qui sont corrompus. Donc, je voulais revenir et rebondir sur... non, le rôle de l'État. Le rôle, je vous ai dit que l'État, en ce qui nous concerne, l'État joue son rôle. Peut-être pas comme ça devrait l'être, mais l'État le fait. Je vous ai dit que si vous faites le tour dans la ville, vous verrez qu'il y a des immeubles qui sont marqués à démolir parce que l'État estime que ces immeubles-là ne devraient pas être construits là où elles sont en train d'être... Pour être plus précis, en tant qu'ancien adjoint au maire, responsable donc d'une collectivité territoriale décentralisée, on va aller au-delà des immeubles et noter même que les constructions, il y a beaucoup d'anarchie dans les constructions. J'ai parlé tout à l'heure des entrepreneurs, des ingénieurs qui regardent cela faire. L'État aussi, les collectivités territoriales décentralisées, combien de personnes, combien de Camerounais construisent avec, en s'entourant de tout ce qu'il faut comme expertise, de tout ce qu'il faut comme document nécessaire. J'ai tantôt parlé de la tolérance administrative. La tolérance administrative est un exercice qui sied bien évidemment à tout bon Camerounais qui se respecte. Ça suppose que c'est une politique d'échec. Ça ne devrait pas être une politique d'échec puisqu'à un moment donné, l'État siffle la fin de la récréation et on a vu ça avec Bepana Moussoké. Donc forcément, il y a des moments où l'État intervient et avec beaucoup de puissance. Ça veut dire que la puissance de l'État s'impose et on rectifie immédiatement le tir. Mais je voudrais également revenir quand même sur la qualité. Moi, je pense et je suis convaincu que si les experts de la qualité pouvaient approcher, par exemple, les délégués de la communauté urbaine, notamment celui de Douala, dans le cadre de la journée ou la journée de la lutte contre le désordre urbain, et que eux
espère, ils pouvaient se greffer à cette journée-là et ça devient une journée également de la qualité, hein, une journée de la qualité. Puis au cours de cette journée-là, on va expliquer et communiquer davantage par rapport à ce qu'est-ce que c'est la qualité. Ça suppose donc que lorsqu'un citoyen camerounais est au bord de la rue, s'il voit un taxi qui n'a pas de clignotant, qui n'a pas de feu, stop, mais il n'emprunte pas. Parce que si vous l'empruntez à vos risques. Parce qu'il faut expliquer à ces citoyens que si ce taxi, vous faites un accident avec ce taxi, voilà ce qui risque de vous arriver parce que sans doute l'assureur ne va pas vous prendre en charge. Il y a beaucoup de choses comme ça que les experts de la qualité peuvent faire. Alors, et ils peuvent également organiser des séminaires d'imprégnation, même dans les écoles, dans les lycées, dans les là universités. Encore, l'aspect communication, qu'est-ce que c'est que vous avez évoqué tout à l'heure. Donc, et voilà. C'est important. Alors, Monsieur Déby, puisqu'on parle de qualité, il y a un autre aspect sur... là, on va quelque peu rentrer dans les facteurs techniques. Alors, qualité implique normes dans les matériaux qui sont en circulation. Dans la préparation de cette émission, il y a un journaliste expatrié qui m'a posé la question de savoir pourquoi est-ce que la question de la qualité des matériaux de construction devrait s'opposer. Pourquoi est-ce que ce problème de qualité devrait se poser dans la mesure où ce qui se retrouve sur le marché devrait être ce qui est bien. Alors, comment comprendre ce problème de matériaux? Comment comprendre ce problème même de choix? On parle de certains qui choisissent de faire de 6 à la place d'un fer de 12. Comment comprendre cela? Dans le cadre des choix de matériaux, je pense que là, ce sont les ingénieurs qui, quand ils ont fait leurs études, de calcul de dimensionnement, ils vont dire voilà tel type de matériaux que vous devriez prendre. Maintenant, quand il s'agit des produits qui sont sur le marché, je revenais tout à l'heure sur un certain nombre d'éléments. On doit déterminer pour chaque type de matériau quels sont les contrôles préalables qui permettent de démontrer que ce produit est valide et doit se retrouver sur le marché. Pour qu'il soit sur le marché, on a besoin de la brigade. Par exemple, pour qu'un produit soit mis sur le marché, les gens qui sont sur le marché, ce sont des inspecteurs du ministère du Commerce. Donc le ministère du Commerce devrait avoir des qualiticiens parce que c'est eux qui maîtrisent le marché. Il y en a-t-il? Si, il y en a des qualiticiens. Donc, lorsqu'on regarde des produits, lorsqu'on parle de marques de qualité, il y a des gens qui parlent de ISO, vite fait, je vais parler un peu technique, ISO 9001, qui est une norme qui explique le fonctionnement d'une entreprise. Il y a des gens qui vont marquer produit certifié ISO 9001. Pourtant, on n'a pas le droit de le mentionner. Donc, c'est déjà la tromperie au niveau du consommateur. Mais on va voir, vous avez parlé tout à l'heure d'un journaliste européen qui vous le dise. On a aussi des auditeurs européens qui le voient, qui le laissent passer. Pourtant, ils font partie des organismes de certification qui viennent, qui donnent les certificats, ils le voient cette erreur, ils la laissent passer. Pourquoi? Donc ça montre qu'on a besoin que la population soit au courant. Pour que la population soit au courant, on a besoin que les bataillons des gens du ministère de Commerce soient sensibilisés, que les associations de consommateurs soient sensibilisées, parce que souvent on reste que sur la partie technique, purement technique. Mais sur le marché, c'est d'abord les personnes du marché qui doivent comprendre ces éléments. Achille Etoga. Oui, non, je voulais rebondir. Sur le matériel. Oui. Ou les matériaux. Voilà. En fait, moi je voulais d'abord rebondir sur... Il faut qu'on se comprenne. La qualité, c'est d'abord, moi, en définitive, c'est le produit. Est-ce que le produit répond aux exigences techniques prévues en la matière? Là, se pose le problème du cahier des charges. Est-ce que le cahier des charges a été bien élaboré? Ça, c'est la première question. Parce que le cahier des charges d'un projet, on identifie tous les acteurs qui interviennent. Il va du promoteur, qui est le maître d'ouvrage, du maître d'œuvre, de l'entrepreneur même, et au besoin du bureau de contrôle. C'est tous ces acteurs qui doivent être définis dans le cahier des charges. Et maintenant, on ressort également dans ce cahier des charges toutes les spécifications techniques nécessaires pour conduire de manière satisfaisante à une réalisation exemple de tout reproche. Oui. Si tel cas. Lorsqu'on définit la qualité, voilà. La qualité, c'est d'abord l'aptitude d'un produit ou d'un service. Donc, c'est un ensemble de choses. Voilà. Donc, le problème qui s'est passé et qui se passe encore chez nous, c'est que lorsqu'on parle de qualité, on ne pense qu'au produit.
Or, la qualité, c'est au-delà du produit. C'est pour ça que je parle tout à l'heure de maître d'œuvre. Parce que le maître d'œuvre ici, lui là, c'est un service. Vous savez, Oui. Il intervient là pour un service. Parce qu'il est là pour, ce que vous venez de dire, il fait de l'inspection. Il s'assure que les intrants, notamment que les matériaux qu'on propose pour confectionner, je prends un exemple, le béton, sont de qualité. Oui. Et que la formulation qui en découle nous permet d'obtenir la résistance requise. Parce que l'ingénieur qui dimensionne... Ce que je voulais rajouter, c'est que Oui. là maintenant, toute la partie, tout ce que vous avez dit est vrai. Mais maintenant, on va passer à la réalisation. Justement, Vous avez les gens qui vont travailler, des gens qui sont fatigués en fin de journée. c'est Ils la vont raison pas faire le c'est pour ça travail. que je fait parle, aussi partie c'est pour ça que de je la parle qualité. du cahier des charges. Ouais. Parce que ce qui est important, c'est que qui sont les acteurs qui interviennent dans la chaîne du produit qu'on veut livrer, du livrable. Tous ceux qui interviennent dans la chaîne pour le livrable, qui est peut-être l'ouvrage, qui peut être la route, qui peut être le bensekin, tout, ça dépend de n'importe quoi. Tous ceux qui interviennent dans la chaîne, chacun répond d'une part pour le service en tant que maître d'œuvre. Il y a le promoteur, celui qui met les moyens pour lui donner un ouvrage de qualité. Maintenant, il y a l'entrepreneur également qui, pour réaliser l'ouvrage, décline d'une part les moyens qu'elle dispose, notamment sur le plan de son arsenal technique, notamment le matériel, les références pour des ouvrages similaires et l'organisation qu'elle compte mettre en place. Et tout ça est questionné et passe au pain fin par le maître d'œuvre qui regarde rubrique par rubrique pour donner son OK afin que l'ouvrage puisse démarrer. Donc, Alors, si je ça, comprends bien. je parle là d'une manière un peu conventionnelle pour les marchés publics. Donc, selon vous, le cahier de charges, c'est la programmation, la planification et l'exécution. Non? Non, le cahier des charges ici définit d'abord les acteurs. Oui. Donc, Défini. les acteurs, c'est programmer. Oui, On programme. on programme, Donc, ensuite, on planifie. on planifie, Et ensuite, on exécute. on exécute. Et vous pensez sincèrement que au Cameroun, on respecte les cahiers de charges? Alors, Non. maintenant il faut qu'on En se toute comprenne. honnêteté, Il vous faut qu'on qui se êtes, comprenne. Sur le terrain, il faut qu'on se comprenne. ingénieur Là, sur je le parle terrain, on respecte les cahiers sur de le plan. charges. Non, Si là- on respectait les cahiers de charges, tel que vous dites, il n'y aurait pas d'immeubles qui s'effondrent. Non, non, là maintenant il faut qu'on se comprenne. Si les on parle- immeubles si on s'effondrent, parle ça de- veut dire qu'on ne respecte pas les cahiers Je de reviens charges. sur un exemple très simple. Oui. Quand on parle de marché public, les marchés publics obéissent à une démarche qui est connue et qui est respectée au Cameroun. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a un appel à manifestation des terrains, Oui. la SMI, Oui. il y a un appel d'offres qui est lancé, après on retient, il y a un adjudicateur qui est désigné, il y a un maître d'œuvre, et tous ces acteurs se mettent ensemble pour bâtir. Oui, mais à la Suivant les différence, règles. à la Mais par différence contre- des marchés publics, Voilà. je voudrais vous compléter et puis Oui. peut-être mettre du vin dans votre... C'est vous dire qu'en matière de marché public, concernant le génie civil, c'est-à-dire la construction... La construction, tout bien. à fait. Lorsque l'État a lancé l'appel d'offres, bien, celui qui a été... Qui est retenu. L'entreprise soumissionnaire qui a été retenue, Celui qui est retenu. l'État, L'adjudicataire. bien, l'État, si vous voulez, a un système qui permet de comprend. contrôler l'exécution de l'ouvrage. Ça veut dire que quand vous avez commencé dans un premier temps, vous êtes à la fouille, fondation, vous introduisez un précompte. Un Ça veut décompte. dire Un décompte. Tout à On fait. vous paye. Exact. Avant qu'on ne vous paye, il y a des experts. Qui doivent. Et je crois que peut-être que maintenant, il va falloir que l'État associe les experts de la qualité. Non, N'est-ce pas? je dis, les experts de la qualité existent. Bien. Et ces c'est experts-là, notamment, je veux parler sous le contrôle de ces experts-là Monsieur Jacques Déby, viennent sur le terrain. c'est les bureaux de contrôle. Bien. Voilà. Et ils viennent Existe. sur le terrain, ils constatent, ils contrôlent, ils vérifient. Ensuite, ils disent, c'est OK, Même- on vous paye. Avant qu'on Après, arrive là, vous avant- continuez maintenant la deuxième étape, c'est-à-dire Avant qu'on arrive là, les monsieur, grosses monsieur œuvres. Turing. Ensuite, vous introduisez encore Un décompte. et on vient, Monsieur Turing, n'est-ce pas? la qualité des matériaux. La qualité des matériaux. C'est un aspect important. Oui, la qualité Comment- des matériaux, comment ça se retrouve, Eric, sur la le marché? qualité Oui. des matériaux, Je voulais- je vous ai dit tantôt que la qualité des matériaux, ça peut être volontaire,
ça suppose, il a tenté de l'expliquer tantôt, ça veut dire que le maître d'ouvrage ou bien le promoteur du projet veut faire des économies et il veut le moins cher. Ça suppose donc que là où il doit mettre 200 millions, il préfère mettre 100 millions. Alors, peut-être même moins. Moi, je voulais profiter de cette tribune également parce que je pense que nous sommes là, c'est pour également informer, tout à fait, et éclairer l'opinion qui le nous public, regarde, les téléspectateurs qui nous regardent. Alors, moi, c'est pour ça que je voulais dérouler ce qui doit être fait pour que tout le monde comprenne d'où vient le problème. Là, je viens de présenter très sommairement comment ça s'articule au niveau des marchés publics. Oui. Alors, si on fait une transposition, le parallélisme de forme, lorsqu'on regarde les promoteurs privés, comment ils fonctionnent dans la manière de passer leur marché? J'ai mon argent, je décide de donner à qui je veux, parce que c'est un ami, parce que c'est une connaissance, parce que c'est une parenté, un frère. Là, on ne se pose pas la question de savoir est-ce qu'il a les capacités. Et ce qu'ils savent très bien dire, les tâcherons, je n'en veux pas. C'est de dire, non, moi c'est moi qui ai construit tel immeuble, c'est moi qui ai réalisé tel bâtiment. Non, l'ingénieur n'est pas là. Là, vous mettez en difficulté les bétons, bêta, FOMA et consorts. Non, et tout le reste. Non, je parle du promoteur privé. Oui. Qui confie. FOMA, béton construction, bêta, ce sont des entreprises de travaux publics. C'est deux choses différentes. C'est deux choses différentes, je crois, ouais. Ok. Bon, alors, comme le problème on a vu des immeubles, moi, le des immeubles là où je veux en venir, par ces entreprises qui s'écroulent. En effet, je veux en venir. Il faut qu'on se comprenne. Vous allez vous rendre compte que les mêmes entrepreneurs, béton construction par exemple, qui gagnera un marché de l'État pour construire un R+10, le fera bien parce qu'il y a une mission de contrôle. Il y a un bureau de contrôle, il y a des exigences, tant sur le plan administratif que technique, auxquelles il est astreint. C'est ce que je vous ai dit. Là, je voulais rebondir, c'est dire quoi? Que quand il se retrouve dans alors, lorsqu'il se retrouve avec un privé, on n'implémente plus la même démarche. Et c'est là tout le problème. Il est question maintenant de réfléchir. À ce niveau, c'est l'anarchie. De réfléchir pour encadrer la construction des bâtiments privés avec des promoteurs privés. Parce qu'aujourd'hui, au Cameroun, c'est parce que j'ai mon argent, je peux recruter qui je veux et je le paye comme je veux et ça n'émeut personne. C'est vrai. Je ne pense pas. Ce que je voulais dire. Je prends l'exemple. Tout à l'heure, j'abordais la notion. Le cas d'un commandant aujourd'hui nous parle. Moi, je suis arrivé sur le lieu. J'étais choqué de savoir que je ne vois pas de panneau d'information. Je ne pense pas. Ce que je voulais dire, c'est que qu'il nous manque beaucoup d'organismes d'inspection. On a 3 ou 4. Il en manque beaucoup d'accrédités. Parce que dans une construction, on a besoin d'organismes d'inspection neutres. Alors, souvent, dans des grosses sociétés d'ingénierie, ils font bien sûr qu'ils font le contrôle. Mais on a besoin d'un organisme neutre. Il y en a au Cameroun? Si, il y en a des inspections neutres. Parce que je veux bien comprendre qu'est-ce qu'il entend par organisme d'inspection neutre. Un organisme d'inspection, c'est un organisme qui est accrédité selon la norme 17020. Oui. Il ne fait que ça. Alors, il est payé que pour ça. Vous dites qu'il y en a au Cameroun? Oui, il y en a. Ceux qui font bureau de contrôle font quel boulot? Je pense qu'ils font une inspection. Non. Quand vous parlez de bureau de contrôle, ceux qui font que ça, ils ne font pas de plan. Vous permettez, les téléspectateurs ne veulent pas mourir idiots. Oui, c'est la raison pour laquelle je dis qu'il a Je vous prie d'être vraiment précis, parce que moi, je suis un profane et je voudrais comprendre. Écoutez, quand je l'écoute, il dit les entreprises de travaux publics qui ont pignon sur eux, je ne cite pas de société, mais cependant, je dirais que ces sociétés-là, quand ils ont des marchés publics pour construire un immeuble R+5 ou R+6 ou R+10, ils sont stricts et ils sont bien regardants parce qu'ils respectent les cahiers de charges. Et ils concluent en disant que parce qu'il y a un contrôle avant, pendant et après. Ensuite, il dit, ces mêmes entreprises-là, quand ils prennent en charge ou quand ils gagnent un marché privé, de loup, ils se transforment en agneaux. Ils ne font plus les travaux comme
ils le font Dans le cadre avec l'État. avec l'État. Mais ces mêmes entreprises-là, si je ne m'abuse, ils ont un architecte qui a fait le plan, ils ont un ingénieur de génie civil qui contrôle Qui a étudié le projet. la qualité des travaux qui sont faits. Alors, d'où vient-il donc maintenant que ces immeubles-là ne soient pas identiques que ceux construits pour le compte l'État? de l'État. Dans ce que vous avez Qu'est-ce qui dit, pose problème? Non, Parce que vous me permettez. il Et manque bien un sûr, contrôleur. le promoteur ne veut pas dépenser. il manque un contrôleur. Vous avez bien Mais dit. le tout à l'heure. contrôleur, mais pourquoi est-ce L'ingénieur que du j'ai génie dit... civil n'est pas le contrôleur, parce que c'est lui qui fait le travail. Il faut. Attendez. Mais attendez, moi attendez. j'ai dit aujourd'hui, Ouais. je vous ai dit aujourd'hui que pourquoi les architectes, l'ordre des architectes, pourquoi l'ordre des ingénieurs de génie civil ne s'organisent pas au sein de leur corporation pour avoir au sein de cette corporation-là des gendarmes qui vont faire le tour de tous les chantiers en construction à partir du moment où ils ont, puisque aujourd'hui, vous savez, on est dans un monde Android aujourd'hui. Il suffit de cliquer sur Google et vous allez sur le ministère de je sais pas quoi, ou bien à la communauté urbaine de Douala. On va vous donner les permis de bâtir des immeubles qui doivent être faits sur Douala. Et puis, l'ordre des ingénieurs, vous listez ces immeubles-là, vous regardez, vous descendez sur le site, vous avez la possibilité d'aller à la communauté urbaine. Donnez-nous. Vous voulez qu'on aborde. Monsieur Tulin, Revenons, s'il vous plaît. Donc vous pensez, s'il vous plaît. Non, Il manque, l'ordre il ne manque. fait pas son travail. Attendez, Je n'ai s'il pas vous dit plaît. ça. Il manque un point important. Alors, c'est l'élément du contrôle. Oui. Partout, il y a un arbitre, n'est-ce pas? L'arbitre est neutre, il est là, il n'est pas pour l'un ou pour l'autre. Donc il y a des contrôleurs. Donc, quand on est dans le cas du marché, on va prendre ces arbitres. Même dans le cadre d'un marché privé. Dans le marché, on va prendre l'arbitre. Par contre, dans le marché privé, on ne prend pas l'arbitre. C'est cet arbitre-là qui manque. C'est ce que j'appelle les inspecteurs. Pourquoi les sociétés d'inspection, pourquoi ne les prend-on pas? Parce que pour l'instant, souvent le coût d'inspection est élevé. C'est la raison pour laquelle il faille d'abord créer beaucoup d'inspecteurs pour que ce genre de travail se fasse. C'est comme si dans une auto-école, vous avez des gens, les gens qui font l'auto-école, savent faire passer les examens. Mais à la fin, ce ne sont pas eux qui font passer les examens. C'est quand même quelqu'un d'autre qui vient faire passer l'examen. Donc il nous manque ces examinateurs qui doivent dire que quand on a donné le plan, le permis de bâtir, il faut qu'au moment où on lui donne, il ait la liste de cette société-là validée, reconnue, accréditée. Pour l'instant, on a les gros. Il nous en faut plusieurs petites qui le fassent. Ce ne sont pas des ingénieurs. C'est pas l'ordre des ingénieurs. C'est pas l'ordre des. Vous permettez qu'on avance. Je voudrais évoquer un autre aspect avec vous, monsieur l'ingénieur. Il est dit très souvent que les ouvriers, ou alors, entre guillemets, je vais parler des manœuvres, qui sont là, qui travaillent très souvent hors ou alors au-delà du temps imparti pour un véritable travail, sachant qu'ils font un travail très physique, partent au-delà, sont souvent maltraités, parce que dans la plupart des chantiers qui s'écroulent ou des immeubles qui s'effondrent, on va vous dire les manœuvres ou ces tâcherons sont maltraités et ils bazardent quelque peu le travail qu'ils ont à faire. Alors, qu'est-ce qui peut être dit sur leur travail? Qui est-ce qui s'assure de la qualité de leur travail? Qui est responsable même de leur travail et de leur gestion, monsieur l'ingénieur? Alors, selon qu'on est dans un projet privé Public ou public, Là selon qu'on est encore, dans un ça projet public, les ouvriers sont encadrés par une disposition, je pense, officielle. C'est-à-dire que la durée de travail, c'est 8 heures. Et si d'aventure, il faut peut-être faire des travaux de nuit ou des travaux de jours fériés, c'est également encadré par une demande qui est autorisée suivant un certain nombre de dispositions pratiques. Alors, dans le cas des projets privés, le promoteur a un souci, c'est d'aller vite, parce qu'il veut très rapidement, peut-être qu'il y a des clients qui veulent le louer, il met la pression. Et comme le travail se fait rare au Cameroun,
et l'ouvrier est à la solde. On ramasse des gens qui sont prêts à tout. Prêt à tout. Parce que quand vous imaginez un père de famille qui a déjà passé peut-être 2 jours, il ne sait pas, les enfants ne sont pas allés à l'école, on commence à demander la première tranche de ceci, ou bien les enfants sont malades, il est maçon. On est prêt à tout. Je vous dis, à sa place, on peut mettre la qualité de côté. il va faire n'importe quoi. Alors, acteur important, souvent négligé, mais dont le rôle importe et dont la façon dont il travaille peut aussi impacter sur ces effondrements, M. Thiouni. Le travail temporaire est réglementé au Cameroun. Je pense que il faudrait peut-être revoir les fondamentaux de cette pratique, mais je crois que c'est réglementé. Mais je voudrais simplement dire que quand un promoteur est de mauvaise foi, quand un promoteur veut déjà faire des économies sur la construction de son ouvrage, vous verrez que toutes les chaînes qui habillent cette structure vont être impactées. Impacter tout de suite. Ça veut dire qu'il va faire des économies sur même sur les ingénieurs qui travaillent, il va faire des économies. Sur le concepteur, c'est-à-dire l'architecte, il va faire des économies. Et puis il continue à descendre, il fait les économies sur le chef chantier, il va faire les économies même sur le béton, sur le ciment, sur les fers et pourquoi pas sur les manœuvres. Et ces gens-là, si vous voulez, ce sont des gens qui veulent bâtir leur fortune sur la misère des autres. Oui. Et cette catégorie d'individus existe bel et bien. Donc, on comprend donc. Et ce n'est même pas l'apanage du Cameroun. Ce n'est pas propre au Cameroun. Vous les trouverez dans tous les pays du monde. Donc maintenant, il s'agit de dire aux experts de la qualité de veiller à ce que leur responsabilité. Ces messieurs-là qui veulent bâtir leur fortune sur la misère de leurs compatriotes, il faut informer les compatriotes pour qu'ils sachent que lorsque je vais sur un chantier, si je vois quelqu'un, lorsque je vais, on me dit que ce poteau-là, il faut un fer de 14. Si j'observe qu'on a mis un fer de 8, je prends mon téléphone, je fais le numéro de l'expert de la qualité. Leur cabinet est tant. Et ils vont venir immédiatement stopper avant que l'immeuble ne continue à monter. C'est de ça qu'il s'agit. Et je dis donc, les experts, ils doivent faire le boulot. Les architectes et les ingénieurs de génie civil doivent faire leur boulot. Ils peuvent constituer des gendarmes de la qualité dans leur... Mais attendez, tout le monde doit pouvoir faire son travail. Il faudrait que les experts de la qualité fassent en sorte qu'ils aient des partenariats stratégiques avec l'État, puisque l'État a des accords public-privé, partenariat. Vous deviez vous insérer là-dedans. Et tout le monde y gagnera, y compris même les architectes. Parce que je n'ai jamais entendu que l'ordre des architectes a saisi le gouvernement pour dire au gouvernement, voici, vous permettez, voici ce que nous pensons pouvoir faire pour éviter qu'à l'avenir, les immeubles s'effondrent. Et que le gouvernement n'a pas été réceptif. Je ne pense pas. Il n'y a aucun gouvernement au monde qui se plaît. Il n'y a aucun gouvernement au monde qui se plaît à voir des immeubles s'effondrer pour tuer leurs consommateurs. Je ne crois pas. Il y a des propositions qui ont été faites sans suite, malheureusement. Lorsqu'on arrive sur des chefs d'entreprise qui font des économies partout, ils vont acheter des matériaux. Et ce qui se passe, c'est que ces matériaux sont finalement revendus. Parce que, comme vous le dites très bien, les gens ont besoin de vivre et de manger. Donc vous allez acheter, apparemment vous n'allez pas sur le terrain. Parce que quand vous allez sur le terrain... Je ne suis pas expert de la qualité, pourquoi voulez-vous que j'aille sur le terrain? Quand vous allez... vous allez faire quoi? Voilà, on parlait de transversalité tantôt. Voyez-vous, on parlait de transversalité. Nous étions sur ce plateau en train de dénoncer la transversalité. Ça veut dire que du jour au lendemain, je vais m'ériger en expert. Mais ça ne va pas, je ne peux pas. Je n'ai pas dit ça. Ce que je voulais... J'étais en train de vous expliquer... Derrière, on va conclure. Ouais, je vous expliquais ce qui se passe sur le terrain. Donc, c'est la pratique. Vous constatez que les personnes à qui on retient tout, ils vont trouver des moyens pour se débrouiller. S'il faut vendre un fer de 10 qui a été acheté pour mettre à la place d'un fer de 8, mais bien sûr, ils ne vont pas se gêner, ils vont le revendre, prendre une marge. C'est pas leur immeuble. C'est pas leur immeuble, ils veulent de l'argent, on a acheté des stocks, et puis c'est tout, c'est normal, ils revendent. Donc ça fait quand même des réalités qu'il faille suivre, qui sont sur le terrain. Donc
Donc, à partir de là, si on ne fait pas, si on voudrait que les choses se passent correctement, je vous parlais de l'association des consommateurs, c'est leur rôle. Tant que vous les mettez d'un côté, il faudrait quand même donner la force à chacun, que chacun fasse correctement son métier. Très rapidement, et on va faire le dernier tour de table. Alors, moi, je voulais juste te rappeler encore, hein, mon credo, c'est encadrer tout ce qui s'est fait du début de la chaîne jusqu'à la fin de la chaîne. Cela passe par la définition des cahiers des charges par ceux-là qui ont la compétence reconnue. Ça peut être la communauté urbaine par le biais de ces bureaux de contrôle qui peuvent être peut-être qui sont agréés, qui vérifient. Parce que lorsque quelqu'un veut bâtir, parce qu'en fait, il faut repenser la façon de gérer les permis de bâtir de manière générale au Cameroun. Voilà. Parce que aujourd'hui, si on pouvait encadrer le cahier des charges qui lie le promoteur à l'entrepreneur, à l'ingénieur qui a étudié et celui-là qui doit assurer le contrôle, je pense que on ferait beaucoup d'économies dans les immeubles qui s'écroulent aujourd'hui. Donc, mon credo, c'est faire le management de la qualité. Voilà. Et ça, ce n'est pas une affaire uniquement des, comme disait M. Tchoueleng, M. Jacques Déby, c'est tout le monde. C'est-à-dire que ceux qui ont l'expertise technique... pense qu'il faut commencer par les consommateurs. Alors, on va sortir de cette émission. Je vais commencer par vous, justement, M. Jacques Déby. En termes de projection, de proposition, qu'est-ce qu'il faut faire? Je rappelle, contrairement à ce que disait M. Tuning tout à l'heure, que je suis au courant de ce que l'Ordre des architectes a fait des propositions au gouvernement camerounais. Et l'Ordre des ingénieurs également, je le précise. Voilà un autre aspect qui a apporté des propositions qui sont restées jusqu'ici lettres mortes. Alors, mais sur ce plateau, on va continuer dans cette logique de proposition. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça change, qu'on ne vive plus des scénarios d'effondrement d'immeubles? Pour qu'on ne vive plus des scénarios d'effondrement d'immeubles, on a besoin d'abord, vous le disiez tout à l'heure, c'est une culture générale, c'est une refonte de la pensée des gens, c'est une culture qualité à tout le monde. Ça passe déjà par permettre à toutes les entreprises, à tout le monde d'avoir une formation qualité, parce que la qualité, c'est des outils, c'est des méthodes, ça ne s'improvise pas. Quand on définit une qualité, quand on voudrait faire quelque chose, il y a le cahier des charges, il y a ce qu'on peut appeler les plans d'assurance qualité, il y a l'organisation, des choses qui doivent se mettre en place, il y a la planification, l'ordonnancement des actions, la gestion des stocks, et tout ensemble des contrôles qui doivent être réalisés, effectués par des personnes appropriées. On a besoin de s'assurer que les équipements ont effectivement été étalonnés pour avoir des résultats fiables. Parce que si on n'a pas des instruments de mesure étalonnés, on a des résultats qui ne sont pas forcément fiables. Donc, on peut avoir des résultats erronés. Donc, ça passe par des campagnes, des idées qu'on pourrait avoir. C'est de faire en sorte que toutes les entreprises camerounaises puissent avoir un système de management de qualité opérationnel. Tout le monde devrait l'avoir. C'est par rapport à ça qu'on est sûr de gagner la compétition dans laquelle nous nous trouvons. Parce que la qualité, pour l'instant, c'est encore quelque chose lié aux élites, mais c'est tout le monde. Il faut démocratiser la qualité. Tant qu'on ne la démocratise pas, on se retrouve tout le temps avec ces éléments qui vont s'écrouler. On est passé vite fait là-dessus. Lorsqu'on va livrer, par exemple, une route, vous êtes au niveau de la communauté, il faut s'assurer que les contrôles ont été réalisés. Est-ce que tout le monde dans les communautés ont embauché des ingénieurs, des gens capables, connaissant la métrologie, les contrôles non destructifs, ont les éléments nécessaires pour s'assurer qu'au moment où on prend ce béton ou cette route qui a été faite, on aura l'occasion de faire une émission sur la qualité des routes. Donc, ça fait partie, effectivement, de cette affaire de qualité. Oui. On vous aura sur ce plateau pour en parler. Alors, Achille Toga, proposition, projection, responsabilité. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour que ça s'arrête, ce phénomène? Alors, pour que le phénomène s'arrête, pour ma part, je pense qu'il est important, je vais dans le même sens que M. Jacques Déby, là, je veux toujours faire le distinguo entre le privé et le public. Parce qu'en fait, il faut faire un constat simple. Les immeubles qui s'écroulent aujourd'hui, tant à Yaoundé qu'à Douala ou dans des autres villes du Cameroun, c'est les immeubles privés. Alors, très peu, je pense que même très rare, des immeubles vraiment qui relèvent du domaine de l'État.
Alors, cela veut dire quoi au fond? Cela veut dire que il faut questionner maintenant la façon, avec la manière par laquelle le promoteur privé passe son contrat avec l'entrepreneur privé. Alors, c'est à ce niveau que moi je pense qu'il faut revoir ou bien alors copier la démarche qui est implémentée au niveau des marchés publics pour essayer d'adapter. Et cela peut être encadré par les communautés urbaines. Et un document important et essentiel qu'il faut peut-être intégrer désormais, c'est le plan d'assurance qualité. Aujourd'hui, l'environnement est devenu une donnée importante à tous. Il faut protéger l'environnement à tous azimuts. Je pense que de plus en plus, le credo aujourd'hui le plan d'assurance qualité doit devenir un document important. Il est défini tout simplement comme un document qui décrit les dispositions particulières des mises en œuvre pour la réalisation d'un produit ou d'un service afin de répondre aux exigences contractuelles en matière de qualité. Alors, les exigences, il faut les définir, d'où le cahier des charges. Voilà. Donc, le problème, il est à ce niveau. Lorsque le cahier des charges sera défini convenablement, tous les acteurs, avec chacun ses responsabilités, et à ce moment, on peut maintenant, lorsqu'il y a un problème, on peut savoir exactement à quel niveau le problème peut être situé et quelles sont les raisons. Voilà. Et on peut maintenant penser à la répression qui va avec. Voilà. Parce que je pense que l'ordre des ingénieurs aujourd'hui, pour ma part, devra se pencher sur la question on voudrait voir quelle mesure. On voudrait voir cet ordre se déployer un peu plus, comme le disait M. Tulin tout à l'heure. Là, je suis d'accord avec lui. Alors, M. Tulin, pour sortir, du côté de Voury, c'est Voury Est, Voury 5. Voury 5, voilà. Oui. Monsieur le futur candidat, on peut dire que dans cette zone, ce problème ne se posera pas une fois que vous passerez? Vous savez, je ne m'hasarderai pas à dire que ce problème ne se poserait pas, mais je pourrais simplement vous dire que nous ferions des efforts pour que ce genre d'impair n'arrive pas, parce qu'un immeuble doit avoir fait l'objet d'une étude du sol, hein, et puis également le sol qui doit porter cet immeuble et en même temps l'étude de sa structure. Donc, et justement, nous allons veiller à ce que ces préalables soient assurés. Et justement, assuré. Cette candidature, assez rapidement pour sortir, cette candidature, mais écoutez, on parle quand même de pas mal de noms de ce côté-là. Bien, mais je sais que un gros calibre. Je sais que ma candidature est l'accomplissement intellectuel d'un engagement politique au sein du RDPC commencé en France et qui s'est poursuivi au Cameroun depuis plus d'une trentaine d'années. Et c'est un engagement fidèle, n'est-ce pas? Mon engagement est patriotique, elle est sincère, elle est indéfectible. Et je crois que c'est un engagement qui, ma foi, nous permet, nous, c'est-à-dire quand je dis nous, les camarades qui sont avec moi, nous avons l'ambition de défendre l'idée de la démocratie, défendre l'idée de la liberté, défendre la transparence, la bonne gouvernance. Nous avons l'ambition, si vous voulez, de faire la politique autrement, de faire en sorte que nous puissions rassembler, mobiliser les populations de Douala 5e pour transformer, si vous voulez, l'appel du peuple de 2011 en exigeant du peuple en 2018 et pouvoir faire en sorte que notre candidat Paul Biya soit réélu. Voilà ce que nous pensons. On aura l'occasion. Nous sommes convaincus que la vision qu'il a du Cameroun, on aura l'occasion. Ma foi, c'est la meilleure vision. On aura l'occasion, M. Tulin, de s'étendre là-dessus. C'est la raison pour laquelle j'ai dit tout à l'heure, Voury 5, c'est Douala 5, voilà la section. On dit section Voury 5. D'accord. Ça veut dire que je ne suis pas dans l'erreur. Et puis vous savez, moi je vais conclure en disant que je serai, et ça c'est certain, au rendez-vous de la présidente de la section Voury 5, si Dieu le veut. Voilà. Vous avez dit c'est sûr. On vous le souhaite. C'est tout le mal que nous pouvons vous souhaiter. Merci M. Etoga, merci M. Déby. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagné dans cette production. Merci à tous et à chacun. Vous l'avez remarqué, ça va mieux. Puisque je vous regarde en face, pas besoin d'intermédiaire qui a fait
Le buzz sur la toile tout au long de la semaine dernière. Je suis là, je suis en belle forme et vous avez l'occasion de le remarquer. Merci encore à tous et à chacun, madame, monsieur. Très bonne suite des programmes sur Equinox Télévision et surtout, très belle semaine à tous. À mercredi prochain. Au revoir.